Donc bienvenue dans ce webinaire consacré à l'épargne salariale. Juste avant de commencer, je me présente. Donc moi, c'est Baptiste Jalot. Je travaille au Conseil national CERF France en tant que chef de projet développement et communication. Et avant de démarrer sur le sujet de l'épargne salariale, je voulais simplement vous présenter rapidement le réseau CERF France. Le réseau CERF France, c'est un réseau associatif avec un fonctionnement mutualiste. On est présent sur tout le territoire national, en France et dans les DOM-TOM, sur le territoire français. Donc, la présentation du réseau CERF France, donc on a un acteur référent du conseil et de l'expertise comptable. Actuellement, on a 64 entités CERF France, donc ça comprend à peu près 12 000 collaborateurs, 320 000 clients, 700 agences sur le territoire et un chiffre d'affaires qui avoisine les 790 millions d'euros par an. Là, vous pouvez voir une petite carte avec la répartition des agences sur le territoire national. Donc, vous pouvez voir, c'est environ une agence tous les 30-40 km. Donc, juste avant de laisser la parole aux deux intervenantes, Christelle Dupin-Rapard et Hélène Lambert, qui sont les spécialistes du sujet pour aujourd'hui. Voilà, je vais simplement, en termes d'organisation, on répondra à vos questions à la fin, sauf si quelques questions peuvent avoir une réponse assez rapide. Elles pourront le faire pendant leur présentation, mais sinon on traitera ça à la fin. On va avoir une présentation qui va durer à peu près 35-40 minutes, et on prendra 20 bonnes minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vais laisser la parole aux deux intervenantes. Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être présents à ce webinaire. Donc, nous allons effectivement démarrer sur notre sujet de l'épargne salariale. Donc, avant de démarrer, on va déjà définir quels sont les dispositifs de l'épargne salariale. Donc, ça consiste notamment dans la participation aux bénéfices de l'entreprise. Donc là, pour le peu, la participation est obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés, de plus de 50 salariés. Il s'agit d'une formule légale, en fait, où nous avons un bénéfice net de l'entreprise, des capitaux propres, on prend en compte la masse des salaires et la valeur ajoutée. Donc, je vous fais grâce de la formule, mais sachez que là, on n'a pas forcément la main là-dessus puisque la formule est légale. Parallèlement à ces dispositifs-là, nous avons l'intéressement au gain de productivité. Donc, en l'occurrence, ça consiste à verser à chaque salarié en fait une prime liée à la performance de l'entreprise. Vous avez également des plans d'épargne entreprise, PE ou P2E, et des plans d'épargne pour la retraite collective, le PERCO, qui sont des dispositifs qu'on peut alimenter. On verra de quelle manière ensuite. Et enfin, pour terminer dans les dispositifs de l'épargne salariale, vous avez l'abondement, qui est une manière effectivement de donner du supplément de rémunération aux salariés. Pour commencer, il faut bien préciser qu'en fait, quand on parle de dispositif d'épargne salariale, on est sur un caractère collectif. Ça veut dire que tous les salariés doivent être concernés. Vous ne pouvez pas proposer ce genre de rémunération qu'à certaines catégories de salariés, mais vraiment à l'ensemble. C'est-à-dire que vous ayez des salariés en contrat à durée déterminée ou à contrat à durée indéterminée, quel que soit le temps de travail, qu'on soit à temps partiel ou à temps complet, tout le monde est concerné. Vous pouvez simplement mettre en place une condition d'ancienneté de 3 mois. Voilà. Donc le caractère collectif est important et on le verra au fur et à mesure de nos échanges. Alors, pourquoi parler d'épargne salariale aujourd'hui ? Eh bien, nous avons deux angles pour pouvoir démarrer cette présentation. Dans un premier temps, les changements en 2019 et notamment la suppression du forfait social. Donc, le forfait social, en fait, c'est une contribution patronale qui était de 20%, qui est encore pour certaines entreprises,
qui a été créé en 2009 par le gouvernement Fillon en vue de réduire le déficit de la sécurité sociale, qui au départ était de 2%, et qui est monté régulièrement. Donc il est passé à 4% en 2010, 6% en 2011, 8% en 2012, et puis là on a fait un saut, hein. On est passé de 8 à 20% en milieu d'année 2012. Donc autrement dit, c'est vrai que 20%, ça a mis un frein à ces dispositifs, hein, puisque ça commence à faire une cotisation supplémentaire pour vous, chefs d'entreprise. Donc là, le changement, c'est qu'effectivement, depuis le 1er janvier 2019, eh bien, ce forfait social de 20% est supprimé pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour tout ce qui concerne l'intéressement, la participation, l'abondement, hein. Et pour l'intéressement, on a cette suppression qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Donc là, on a vraiment un angle qui nous permet d'aborder à nouveau l'épargne salariale. Le deuxième angle que je voulais voir avec vous, c'est la suite à donner à la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. Alors, nous avons eu en fin d'année des mesures exceptionnelles, hein, suite au mouvement des Gilets jaunes. Le président Macron a mis en place des mesures donc, pour améliorer le pouvoir d'achat, et à ce titre-là a permis aux entreprises de pouvoir donner à leurs salariés une prime sans charge sociale, hein, donc ni patronale ni salariale, non imposable pour les salariés, et ce jusqu'à 1 000 € par salarié. Vous avez été très nombreux en fait, hein, en tant qu'employeur, puisqu'on tient aussi vos payes, donc on a pu avoir un retour par rapport à ça. Vous avez été nombreux à donner ces primes à vos salariés. Donc on se rend bien compte quand même que le fait qu'il n'y ait pas de charge sur des primes est un levier quand même de management et une volonté pour l'entreprise de donner du salaire aux salariés. Donc cette prime exceptionnelle, comme son nom l'indique, elle est exceptionnelle. Donc elle était temporaire, hein, puisque vous aviez jusqu'au 31 mars pour la verser. Hein, donc autrement dit, c'est fini. Mais la question est pourquoi ou comment la pérenniser? Eh bien, les dispositifs d'épargne salariale, dont l'intéressement, l'abondement dont on va développer par la suite, eh bien, sont un moyen effectivement d'aller dans ce sens-là. Donc, dans l'intitulé de notre présentation, nous vous avons dit que l'épargne salariale était pour nous un outil managérial et patrimonial. Alors, managérial parce que c'est vraiment un outil de fidélisation et de motivation des salariés. Hein. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une démarche de recrutement, certes, le salaire est important, hein, ça commence par ça, mais les salariés aujourd'hui sont beaucoup attachés à la fois à leurs conditions de travail, mais aussi aux rémunérations périphériques que vous pouvez offrir. Donc c'est un élément à ne pas négliger et qui peut être un réel atout pour vous dans le recrutement et la motivation de vos salariés. Et l'épargne salariale, c'est aussi un outil patrimonial puisqu'il va permettre à vos collaborateurs, vos salariés et vous-même en tant que dirigeant de vous constituer une épargne professionnelle et de défiscaliser les revenus qui vont provenir donc, de cet intéressement, de cette participation, de ce que vous avez pu placer sur un PE ou un PERCO. On va reprendre tous ces termes-là ensemble après. Mais finalement, c'est un patrimoine que vous aurez sous forme financière. À qui s'adresse l'épargne salariale? C'est à la fois dans votre entreprise à vos salariés, mais également à vous-même en tant que dirigeant. Que vous ayez un statut de travailleur non salarié ou un statut d'assimilé salarié, en tant que dirigeant, quand vous êtes dans une entreprise de 1 à moins de 250 salariés, vous pouvez bénéficier de l'épargne salariale, d'un accord d'intéressement ou de participation s'il est mentionné qu'en tant que dirigeant, vous y avez droit, et également le PE et le PERCO. De la même manière, votre conjoint collaborateur ou votre conjoint associé va pouvoir bénéficier de l'épargne salariale. Aujourd'hui, on est sur une notion de conjoint marié. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de loi Pacte prévoit également que les partenaires de PACS puissent être éligibles et donc rentrer dans le cadre de l'épargne salariale.
Pour bien comprendre l'enjeu et l'intérêt de mettre en place de l'épargne salariale, on a pris un petit exemple chiffré parce que c'est toujours plus simple de comprendre avec des chiffres finalement, est-ce qu'il vaut mieux verser une prime classique à votre salarié ou est-ce que par le biais de l'épargne salariale et par exemple la mise en place d'un accord d'intéressement, il n'est pas plus intéressant pour vous et pour votre salarié d'avoir mis en place cet intéressement. Donc sur une volonté d'un budget d'entreprise de dire j'ai envie de donner 1 000 € à mon salarié, si vous lui versez sous forme de prime, il va y avoir dessus des retenues. En tant que charge patronale et salariale, vous avez plus de 400 € qui vont être retenus. Il y aura également de la CSG-CRDS d'appeler. Et derrière, selon la tranche d'imposition de votre salarié, ici pour l'exemple, on a pris une tranche marginale d'imposition à 14 %, la personne va également supporter de l'impôt sur le revenu. Et finalement, pour une enveloppe de 1 000 € que vous voulez lui verser, il va lui rester en net, dans sa poche, 451 €. Donc finalement, plus de la moitié va partir en charge et en impôt, en prélèvement obligatoire. A l'inverse, si vous mettez en place un accord d'intéressement et que l'intéressement octroyé à votre salarié au titre d'une année s'élève à 1 000 €, il n'y a pas de charge patronale et salariale à supporter. Comme vient de vous le dire Christelle, le forfait social sera également supprimé dans les entreprises de moins de 250 salariés. Donc on évite les 20 % qu'on avait à acquitter jusqu'à présent. Il y a simplement la CSG-CRDS au taux de 9,7 %, donc 97 € à acquitter. Et derrière, au niveau de l'impôt sur le revenu, ça va dépendre des choix que va faire votre salarié. Est-ce qu'il souhaite investir cet intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collective, auquel cas il ne supportera pas d'impôt. Sinon, les 1 000 € diminués de la CSG-CRDS déductible seront soumis à impôt sur le revenu. Si on imagine que cette personne donc, souhaite récupérer sa prime d'intéressement, avec un impôt sur le revenu à 14 %, il va acquitter environ 130 € d'impôt. Donc même avec 130 € d'impôt en plus, on voit que la différence entre une prime d'intéressement et une prime classique est importante, puisqu'en net, pour le salarié, il lui reste toujours beaucoup plus dans la logique de l'intéressement. Voilà un petit schéma pour expliquer comment s'alimente l'épargne salariale et finalement comment ça fonctionne. Alors le schéma peut paraître un peu compliqué de prime abord, mais c'est bien l'objet de tout le webinaire d'aujourd'hui. On va vous redétailler les différents éléments et on espère qu'en fin de webinaire, finalement, ce schéma vous apparaîtra clairement. Pourquoi et comment alimenter l'épargne salariale? On a tout d'abord les versements que peuvent faire donc toute personne, un collaborateur, un salarié ou vous dirigeant. On va voir si dans l'entreprise un accord d'intéressement a été signé ou participation. On peut choisir de placer l'intéressement et la participation sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collective, selon ce qui a été mis en place dans l'entreprise. On voit ensemble qu'on peut également faire des versements volontaires. Il est possible d'affecter des passerelles temps, des jours de repos non pris ou des comptes épargne-temps, s'il en a été mis en place dans les entreprises. Et on peut également avoir des transferts de sommes d'un PE vers un PERCO. Sur toutes ces sommes-là, au choix de l'entreprise, il peut y avoir abondement. L'abondement, on va en reparler après, c'est l'aide financière que décide d'octroyer l'entreprise avec des taux et des plafonds à respecter. Mais toutes ces sommes-là vont venir s'inscrire dans un PE ou un PERCO avec derrière un fonds commun de placement. Donc toutes les sommes sont investies selon la volonté de la personne sur des supports plus ou moins risqués et sachant que ces épargnes-là vont être récupérables dans des délais et sous des formes différentes selon qu'on soit dans un PE ou dans un PERCO. Sur le PE, on est sur un délai de 5 ans de blocage des sommes et on récupère un capital. Sur ce qui est placé sur un PERCO, le déblocage va se faire au moment de la retraite et sous forme de capital ou de rente selon les contrats souscrits.
Alors, nous allons démarrer la réflexion managériale de l'épargne salariale en faisant dans un premier temps un zoom sur l'intéressement. Donc, vous l'avez compris, l'intéressement, en fait, c'est une prime, une rémunération complémentaire qui est versée aux salariés sans charge sociale, ni patronale ni salariale, hormis la CSG et CRDS, qu'on assomme toutes partout maintenant, avec l'idée d'un principe gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise va donner des objectifs à ses salariés, tant qualitatifs que quantitatifs, et en contrepartie, le salarié, dans la mesure où il aura réussi ses objectifs, aura une prime. Une fois qu'il aura cette prime, il aura le choix, soit effectivement de percevoir immédiatement cette prime, auquel cas elle sera mise sur son bulletin de paie et rentrera dans son net imposable, ou fera le choix d'investir effectivement cette rémunération sur un PE ou un PERCO, auquel cas, effectivement, là, il aura un gain fiscal. Alors, l'intéressement, de quoi s'agit-il? Si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, eh bien, ça consiste à associer collectivement, vous voyez, on a encore cette notion de collectif, les salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise. Donc, dans résultats, on entend les résultats économiques, financiers. Derrière performance, on est plutôt sur l'atteinte d'objectifs, de qualité, de sécurité. Ça peut être la satisfaction de la clientèle. On a ces deux angles également. L'ensemble des salariés, toujours avec l'ancienneté de 3 mois. Alors attention, l'ancienneté 3 mois, c'est cumulatif ou pas. Ça veut dire que si vous avez des salariés qui reviennent régulièrement, notamment des saisonniers, eh bien peut-être que la première année, effectivement, ils auront 1 ou 2 mois d'ancienneté, mais si vous les reprenez, eh bien on cumulera l'ensemble des contrats pour pouvoir calculer cette ancienneté 3 mois et donc leur permettre d'accéder à cette prime d'intéressement. Point important dans la définition de l'intéressement, c'est que cet intéressement ne doit pas se substituer à des primes en place. C'est vraiment quelque chose que vous faites en supplément. Et ça, les directs sont sensibles quand elles vérifient vos accords d'intéressement si vous ne substituez pas des primes déjà en place. Quant à la mise en place de ces accords d'intéressement, eh bien, soit vous avez des représentants du personnel, donc délégués du personnel, délégués syndicaux ou maintenant CSE, Comité social économique, auquel cas vous allez négocier l'accord avec eux. Si vous êtes dépourvu de représentants, eh bien, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez tout à fait, de manière unilatérale, rédiger votre accord, en vous faisant bien évidemment accompagner des conseillers CERF France là-dessus, mais en tout cas en faisant valider par référendum cet accord par la majorité des 2/3 des salariés. Donc vous voyez que même sans représentant du personnel, vous pouvez accéder à ces dispositifs-là. Et puis, bon, je ne reviens pas sur l'avantage social et fiscal, vous avez bien compris qu'effectivement, il n'y a pas de charge dessus. L'impact fiscal, il est à la fois pour les salariés, mais il est aussi important pour vous en tant que chef d'entreprise, puisqu'il vient réduire votre résultat de l'entreprise. Alors, quant à la formule de calcul de l'intéressement, donc la formule est libre. Contrairement à l'accord de participation dont on a parlé en préambule, où je vous ai indiqué que c'était une formule légale, donc vous appliquez, je dirais bêtement, la formule, là, vous avez effectivement la liberté de choisir la formule de calcul. Alors, avec néanmoins quelques règles, notamment la formule de calcul doit être aléatoire. En tout cas, avoir un caractère aléatoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas, au démarrage, dire vous aurez par exemple, via un accord d'intéressement, une prime de 13e mois. Non, ça veut dire que la valeur de cette prime ne peut pas être connue à l'avance. Elle est fonction des résultats de l'entreprise. Donc c'est là où effectivement on peut avoir des indicateurs financiers ou comptables, tels le résultat fiscal, comptable, mesurer la rentabilité économique de l'entreprise. Donc vous n'allez pas par exemple pouvoir faire une formule de calcul en disant c'est X% du chiffre d'affaires, puisque concrètement
faites tous un chiffre d'affaires, donc vous êtes censé donner cette prime rattachée à ça. Donc là, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez tout à fait mettre une formule de calcul qui permet de donner une prime si le chiffre d'affaires évolue. Hein. Là, c'est effectivement accepté. Donc aussi lié à l'amélioration de la productivité. Donc là, on est plus sur des objectifs qualitatifs. L'important, c'est que dans cette formule de calcul, il faut qu'elle soit claire, indiscutable et pédagogique. C'est-à-dire qu'elle doit être comprise des salariés. L'idée, c'est qu'effectivement, les salariés se sentent investis dans votre entreprise, sachent que s'ils réussissent les objectifs donnés, ils auront cette prime. Et plus c'est clair, plus c'est défini en amont, plus c'est accepté, compris, et forcément tout le monde est gagnant, et on retrouve effectivement notre formule gagnant-gagnant. Alors, dans la répartition de l'intéressement, soit vous pouvez faire une répartition, donc vous avez une enveloppe, une fois que vous aurez fait votre calcul, soit la répartition est uniforme, donc, concrètement tout le monde a le même montant, 10 000 € d'enveloppe, 10 salariés, 1 000 € chacun, c'est plutôt assez simple. Soit elle peut être proportionnelle au salaire, donc là attention, il n'y a pas forcément une obligation de dire plus mon salaire est élevé, plus ma prime est importante, ça peut être au contraire tout l'inverse et votre choix de management. Soit elle peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise sur l'exercice, soit vous pouvez faire un mixte de toutes ces méthodes. Donc à titre d'exemple, on vous a mis 30% répartis de manière uniforme, 30% répartis au prorata du temps de présence, et enfin 40% répartis proportionnellement au salaire. Bon, là, il faut juste un petit peu plus de temps quand vous allez faire vos calculs, plus vous mélangez effectivement la répartition, plus les calculs sont compliqués. Mais bon, je pense qu'avec un bon tableur Excel, ça devrait marcher. Ouais. Alors, nous avons également le supplément d'intéressement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui permet, donc sous réserve d'avoir un accord d'intéressement au préalable, bien évidemment, de permettre à l'entreprise de donner une enveloppe supplémentaire. Et là, ce qui est important, c'est que c'est d'une manière discrétionnaire. Donc là, le chef d'entreprise, il fait ce qu'il veut. Il alloue une enveloppe supplémentaire, puisque effectivement, il a des résultats plus importants une année, il veut encourager et féliciter ses salariés. Eh bien, il peut faire un supplément d'intéressement. Toujours de manière collective, les sommes versées seront toujours exonérées de charges et potentiellement d'impôts selon les conditions qu'on a évoquées. On peut même imaginer que l'enveloppe supplémentaire, la répartition soit différente de celle initiale. Donc ça fait l'objet d'un accord et d'une possibilité de faire des compléments également de rémunération. Alors la fiscalité sur ces primes, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, pas de charge patronale et forcément notre forfait social supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés, pas de charge salariale hormis la CSG, CRDS, pas d'impôt sur le revenu si le salarié met ses sommes sur un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne inter-entreprise ou un PERCO. Alors attention, nous avons quand même des limites à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de cette fiscalité. C'est 20% des salaires de l'ensemble des salariés, donc le 20% on est sur du collectif, et individuellement c'est 50% du PAS, donc 20 262 €. Vous conviendrez avec moi quand même que ces plafonds sont globalement hauts et ne sont pas un frein effectivement à la mise en place de ces dispositifs. La loi Pacte, qui devrait sortir dans l'été, a prévu de porter le plafond individuel de 50 à 75% du PAS. Alors, quant au placement de l'intéressement, c'est un choix individuel du salarié. Il connaît le montant de sa prime, donc soit il a des besoins immédiats et il n'a pas une volonté d'épargner, auquel cas, effectivement, cette prime sera mise sur son bulletin de paie. Et là, ça va rentrer dans son net imposable. Après, tout dépend son type d'imposition. S'il ne paye pas d'impôt, pour le peu, il n'a pas forcément non plus un intérêt à aller sur le PE. Soit il peut placer ses primes avec cette volonté d'épargner et l'avantage d'épargner permet la défiscalisation.
Donc, je vous ai fait une synthèse de l'avantage de l'intéressement. Vous remarquerez que je n'ai pas fait du tout de diapo sur les inconvénients, puisqu'il n'y a que des avantages à aller sur ces dispositifs-là. Donc, l'exonération de charges sociales, l'outil de fidélisation des salariés et un réel outil de management, puisque vous allez pouvoir intégrer l'ensemble de vos salariés dans la stratégie d'entreprise. Vous avez des déductibilités sur votre résultat aussi en tant que chef d'entreprise. Et puis, le bénéfice est aussi pour vous, chef d'entreprise, dans la mesure où vous avez moins de 250 salariés, vous pouvez pour vous-même bénéficier de l'accord d'intéressement. Donc, vous en faites bénéficier vos salariés, mais vous également, vous avez accès à ces dispositifs. Pour les salariés, vous l'avez aussi noté que cette prime n'est pas chargée, c'est un réel outil de motivation. Et puis cet arbitrage que fera le salarié sur je perçois immédiatement ces sommes ou effectivement j'ai cette volonté d'épargner et j'ai la possibilité effectivement de placer ces sommes sur le PE ou le PERCO qu'on vous conseille de mettre en place parallèlement à l'accord d'intéressement. Ce qui n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait lancer des accords d'intéressement comme ça. Et à l'inverse, vous pouvez très bien imaginer ne pas mettre en place un accord d'intéressement ou ne pas mettre en place de participation, mais pour autant, dans votre entreprise, vous pouvez choisir de mettre en place un PE, plan d'épargne entreprise, et à ce moment-là, quelque part, l'alimentation de ce PE, s'il n'y a pas d'intéressement en place dans l'entreprise, pourra se faire par le biais de versements volontaires de vos salariés et de vous-même, dirigeants d'entreprise. Simplement, il faut savoir qu'il y a des plafonds maximum à respecter. L'idée, c'est de dire ce qu'on place sur un PE a un lien avec une rémunération du travail et ce n'est pas un placement d'un capital. Du coup, selon le statut de la personne, on va avoir des placements limités à 25% de la rémunération annuelle l'année du versement lorsque vous êtes salarié ou mandataire social dans une société qui relève de l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise qui relève de l'impôt sur le revenu, votre versement volontaire sera au maximum de 25% de votre revenu professionnel de l'année précédente qui est soumise à impôt sur le revenu. Et enfin, on a dit tout à l'heure que votre conjoint associé ou votre conjoint collaborateur peut également bénéficier de l'épargne salariale. Pour autant, cette personne-là ne reçoit pas de salaire ou de rémunération pour sa participation. Du coup, on ne peut pas se baser sur sa propre rémunération. Le plafond que cette personne doit respecter, c'est 25% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc environ 10 000 €. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'en tant que dirigeant d'entreprise à l'impôt sur le revenu, vous pouvez avoir des années où votre résultat et votre revenu finalement est déficitaire. À ce moment-là, il sera impossible de faire un versement volontaire sur vos plans d'épargne entreprise. Et si l'entreprise avait décidé de mettre en place un abondement, elle ne pourra pas non plus abonder puisque votre versement volontaire ne pourra pas être pris en compte. Donc il est important de refaire le point avec votre comptable ou votre conseiller annuellement pour savoir si votre situation vous permet de faire des versements volontaires qui auraient un intérêt, notamment pour un abondement d'entreprise. Abondement, point sur lequel on va revenir. Voilà, la transition est parfaite, merci Hélène. Alors, qui dit abondement dit PE, donc ça c'est le préalable. Vous vous souvenez du schéma présenté par Hélène en début de présentation. Le PE peut être effectivement alimenté soit par une prime d'intéressement, soit par des versements volontaires, comme on vient de l'indiquer, et enfin de l'abondement. Donc l'abondement, en fait, c'est une aide financière, alors là qui est facultative, qui est versée par l'entreprise et qui vient en complément du versement des salariés. Donc là, les salariés de l'entreprise qui ont un PE peuvent bénéficier de cet abondement et le dirigeant, de la même manière, dans les entreprises de moins de 250 salariés, peuvent en bénéficier également.
Les montants et les plafonds de ces abondements, eh bien, tout va dépendre de ce que vous allez définir dans votre accord. Vous pouvez aller jusqu'à 300% des sommes versées par le salarié. Ça veut dire que le salarié va mettre 1 000 €, soit à titre volontaire, soit par le biais de sa prime d'intéressement. Eh bien, si vous avez décidé d'abonder à 300 €, ben, l'entreprise mettra 3 000 €. Donc, vous voyez, nous sommes en dessous des plafonds puisque vous pouvez abonder jusqu'à 8% du PAS sur un PE, donc 3 241 €. Donc, mes 1 000 € de volontaires plus les 3 000 € de l'entreprise, j'ai une enveloppe de 4 000 € qui échappe aux cotisations sociales et à l'impôt également. Si on est dans le cadre d'Interco, nous sommes à 16% du PAS, donc on va à 6 482 €, sachant que ces deux plafonds sont cumulables. Donc on a effectivement une enveloppe assez intéressante pour ces dispositifs-là. Donc l'avantage de l'abondement, hormis effectivement l'exonération de charges patronales, du forfait social depuis janvier 2009, on a toujours la déductibilité du bénéfice imposable. Et puis à titre personnel pour le dirigeant et enfin pour les salariés, eh bien ça permet d'avoir un élément supplémentaire, un complément de rémunération, et que cette rémunération supplémentaire ne soit pas fiscalisée. Alors, on va prendre un exemple chiffré. Si on n'a pas encore réussi à vous convaincre de mettre en place un accord d'intéressement et un plan d'épargne entreprise, on va prendre un exemple tout simple, une société qui relève de l'impôt sur le revenu, qui a un dirigeant, M. Lafontaine, et qui a 2 salariés, M. Sigal et Mme Fourny. Et on va voir ensemble quels sont les intérêts à la fois pour chaque salarié, pour le dirigeant et pour l'entreprise elle-même, de réfléchir à cette stratégie autour de l'épargne salariale. Donc la situation du premier salarié, M. Sigal, dans l'entreprise, il y a eu un accord d'intéressement mis en place et au titre d'une année, il reçoit 800 € d'intéressement. Mais M. Sigal décide de ne pas placer son intéressement et de récupérer les sommes immédiatement. Donc il ne fait pas non plus de versement volontaire sur le PE ouvert au sein de son entreprise. Du coup, en montant épargné, il n'a rien épargné. Il a perçu 800 € d'intéressement, mais sur lequel il va payer de l'impôt et de la CSG-CRDS. Pour le calcul d'impôt, je suis partie du principe qu'il était dans les tranches marginales d'imposition à 14%. Donc mon exemple est vrai pour quelqu'un qui est dans cette tranche-là. Si on n'est pas imposable, il lui restera un peu plus en net. S'il est plus fortement imposable, un petit peu moins. Mais finalement, pour un intéressement de 800 € initialement, après avoir payé les prélèvements obligatoires, il lui reste 620 € en disponible immédiatement. La deuxième salariée de l'entreprise, c'est Mme Fourny, qui a une stratégie un petit peu différente, puisque les 800 € d'intéressement qu'elle perçoit également, elle décide de les placer sur le plan d'épargne entreprise ouvert par sa société. Et elle décide également de faire un versement volontaire en plus. Elle met 200 € de sa poche et finalement, elle demande à placer 1 000 €. Son entreprise a fait un choix d'abonder à hauteur de 300% des sommes et donc l'entreprise va compléter les versements par un abondement de 3 000 €. Au final, le montant qui va être épargné net de CSG-CRDS, c'est 3 630 €. Si on regarde le disponible court terme de Mme Fourny, c'est moins de 100 € puisqu'elle a dû sortir dans un premier temps 200 € de sa poche. À moyen terme, elle a un disponible de 3 630 €. Donc au total, elle aura 3 430 €, soit 2 810 € de plus que M. Sigal, puisqu'elle retrouve l'intérêt à la fois de ne pas fiscaliser son intéressement, puisqu'elle ne le perçoit pas immédiatement, et de recevoir un équivalent de 3 000 €, alors on va dire brut, puisqu'il faut bien déduire la CSG-CRDS après, mais 3 000 € de plus versés par son entreprise. La contrepartie de tout ça, elle a mis les sommes sur un PEE. Les sommes sont d'abord bloquées pendant 5 ans. On va en reparler tout à l'heure, parce qu'il existe des cas de déblocage anticipé, où finalement, peut-être que Mme Fourny n'attendra pas les 5 ans pour récupérer son capital. Donc, un intérêt au niveau des salariés de percevoir une prime d'intéressement, mais également au niveau du dirigeant.
Monsieur Lafontaine, c'est le dirigeant de travailleurs non salariés de la société qui perçoit un intéressement de 1 000 € et qu'il décide de placer sur son PE également. L'entreprise abonde à 300%, hein. L'abondement, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, autant Madame Fourmi, la salariée, et Monsieur Lafontaine, le dirigeant, ils ont tous les deux un abondement à 300%. Quel est l'impact de la mise en place de l'intéressement et de l'abondement sur l'entreprise? Si on regarde le résultat de la SARL La Fontaine, on peut partir du principe que cette société avait un résultat habituel de 45 000 €, mais le fait d'avoir mis en place un intéressement, les montants d'intéressement versés à la fois aux salariés et aux dirigeants sont déductibles de son résultat. Donc on se retrouve avec 2 600 € de déduction au titre de l'intéressement et les abondements PE versés sont également déductibles, donc 3 000 € pour la salariée, 3 000 € pour Monsieur Dupont. Au final, le résultat imposable est diminué de 8 600 €. Ces 8 600 € de moins sur le résultat de la SARL, ça va permettre à Monsieur Lafontaine de faire des économies d'impôts et de cotisations sociales, puisqu'il est travailleur indépendant dans une SARL à l'IR. Ça réduit à la fois son BIC ou BA ou BNC éventuellement si on était sur une société pour une profession non commerciale. Donc le montant BA, BIC, BNC est réduit, donc un peu moins d'impôt sur le revenu. Et puisqu'il est travailleur indépendant dans une société à l'IR, son assiette de cotisation sociale est également réduite. Donc 4 500 € d'économie, sachant que pour l'entreprise, il n'y a plus la petite case forfait social à 20% sur ces sommes-là, donc c'est un vrai intérêt à le mettre en place, à la fois pour les salariés, le dirigeant lui-même et l'entreprise. On a M. Sigal qui, sur une prime, s'il avait perçu 800 € de prime classique, il n'aurait jamais eu 620 € en net dans sa poche. De l'autre côté, Mme Fourmi n'aurait pas eu ce disponible défiscalisé de 3 430 € en ayant simplement accepté de bloquer 200 € et son intéressement. Et le dirigeant lui-même a 3 612 € épargnés et économisé des prélèvements obligatoires. Si on raisonne au niveau de l'entreprise, le coût réel, tout à l'heure j'ai évoqué 8 600 € de charges, mais en coût réel, si on enlève les prélèvements obligatoires que M. Lafontaine ne supportera pas, on n'a plus que 4 100 €, sachant que l'entreprise et M. Lafontaine, c'est un petit peu la même chose. Pour 4 100 € de coût, il a déjà 3 600 € de placé. Donc on a un vrai intérêt à mettre en place cette réflexion d'épargne salariale. Simplement, quand on dit épargne salariale, on dit salarié. Donc effectivement, pour pouvoir mettre en place tous ces dispositifs, il faut que vous ayez un salarié. Hein. Ça veut dire que si vous êtes un dirigeant mandataire social, un salarié assimilé, ça ne marche pas. Par contre, si votre salarié est votre épouse, hein, ou votre conjoint, eh bien là, dans la mesure où c'est un vrai salarié fonction technique, vous rentrez dans cette obligation d'avoir un salarié et vous pouvez mettre en place ces dispositifs. Voilà. Donc ça, c'est important. Le salarié est le préalable à toute mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Je ne vais pas développer plus parce que le temps passe, vous êtes très très nombreux à nous poser plein de questions et il faut qu'on garde un petit peu de temps pour y répondre. Le deuxième axe de la présentation qu'on a voulu mettre en place dans notre webinaire, c'est la réflexion patrimoniale autour de l'épargne salariale, puisqu'on a vu ensemble que tout ce qui était mise en place d'intéressement, participation, PE, PERCO a un caractère collectif, mais lorsqu'on va être sur l'alimentation du PE et du PERCO, on va retrouver une stratégie personnelle et donc patrimoniale de chacun. Est-ce qu'on souhaite placer des sommes? Et derrière, sur quel support vont se faire les placements? Est-ce qu'on a plutôt un profil sécuritaire? Est-ce qu'on a un profil un peu plus audacieux? Est-ce qu'on veut prendre des risques pour obtenir une meilleure rentabilité? On va parler du PE et du PERCO. Des fois, vous pouvez entendre parler du PEI ou du PERCOI. C'est, on va dire, la même chose, simplement dans une TPE ou une PME, vous n'avez pas forcément
l'envie de mettre en place un plan d'épargne entreprise et vous pouvez finalement adhérer à des plans d'épargne inter-entreprises qui vont avoir l'avantage d'être existants et finalement la mise en place est plus simple. La particularité, c'est que vous gardez bien la main sur la mise en place ou non d'un abonnement, le choix du pourcentage d'abonnement que vous voulez mettre en place et derrière, chacun des acteurs choisira toujours les supports qu'il souhaite pour le plan d'épargne entreprise ou le PERCO. Sur quel fonds on souhaite investir? Est-ce qu'on est plutôt prudent et qu'on souhaite un support plutôt monétaire? Est-ce qu'on est plutôt sur un support obligataire ou sur des supports en actions? Ça va dépendre de votre stratégie personnelle. Est-ce que les placements dans votre esprit sont des placements court terme, moyen terme ou long terme? Sachant que vous pouvez complètement dissocier le placement réglementaire sur un plan d'épargne entreprise, c'est 5 ans, mais vous pouvez choisir de dire je souhaite plutôt investir sur des supports en action et on va plutôt s'orienter sur du long terme, mais au-delà des 5 ans, en fait, votre plan d'épargne entreprise, il ne se ferme pas, le capital peut rester placé. Donc le plan d'épargne entreprise, c'est le portefeuille de valeurs mobilières que vous vous constituez au sein de votre entreprise et éventuellement avec son aide s'il y a un abondement qui est mis en place. Et donc tous les petits points qu'on a remis, on les a déjà dit tout à l'heure, on va simplement se réarrêter dans quelques diapos sur les cas de déblocage. Parce que parfois, les gens ont un petit peu peur de faire des placements, puisqu'il y a cette notion de blocage pendant 5 ans sur le PE jusqu'à la retraite pour le PERCO, mais il existe des situations où vous pouvez récupérer les sommes avant ce délai-là, sans remettre en cause les versements. Au niveau du PERCO, ça va être un plan d'épargne qui peut être aujourd'hui ouvert. Simplement, il faut déjà avoir un PE de mis en place dans l'entreprise. Donc, on peut avoir un PERCO, mais ça veut dire qu'on a déjà un PE. Par contre, le PE, lui, peut être mis en place sans envisager obligatoirement le PERCO. Comme on l'a dit tout à l'heure, les versements peuvent se faire dans des limites sur le PERCO et les déblocages des sommes va se faire au moment de la retraite. Donc, je passe un petit peu vite parce que c'est vrai que le temps tourne. Simplement, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire chacun a sa propre stratégie à mettre en place. On peut partir sur des supports monétaires, obligataires ou en action. Monétaire, on va être sur du court terme avec peu de rentabilité. Obligataire, on est plutôt sur un risque modéré et sur une épargne investie sur du moyen terme. Et lorsqu'on va partir sur des supports en action, il faut avoir une réflexion long terme. On peut avoir des gains importants, mais les gains importants viendront si on reste sur une durée longue. Au niveau du PE, qui est par principe une épargne à moyen terme, au bout de 5 ans, on a la possibilité de récupérer les sommes, mais finalement, il y a bien une réflexion à mener. Soit on veut récupérer les sommes placées et à ce moment-là, on récupère un capital, soit on décide de maintenir les sommes sur le PE parce qu'on estime que la rentabilité nous convient, soit on peut également, par exemple, choisir de transférer ces sommes-là vers un PERCO. À ce moment-là, le transfert, si on transfère du PE au PERCO, ça correspond à un versement sur le PERCO et il peut y avoir abonnement de l'entreprise. Ce qui est également possible, finalement, c'est qu'au bout de 5 ans, quand vous pouvez récupérer votre PE, vous pouvez imaginer récupérer par exemple 1 000 € et refaire un équivalent de versement volontaire avec cette somme récupérée à nouveau sur le PE et que votre entreprise abonde. Au final, ça vous évite de sortir une trésorerie personnelle. Au niveau du PERCO, on est bien sur une épargne à long terme. Le principe, c'est que les sommes ne sont récupérables qu'au moment de la liquidation de votre retraite. Le PERCO va vous permettre une sortie en rente viagère acquise à titre onéreux. Ça veut dire que les sommes seront partiellement soumises à impôt sur le revenu en fonction de votre âge et seront intégralement soumises aux prélèvements sociaux à 17,2%. La particularité du PERCO, c'est donc qu'on a la possibilité de sortir soit en rente viagère, soit en capital.
contrairement au Madelin ou à l'article 83 où les sorties en capital sont aujourd'hui impossibles. Lorsqu'on sort en capital, on n'a pas d'imposition. Par contre, les prélèvements sociaux à 17,2 restent dus. Dans le projet de loi Pacte, l'idée, c'est d'harmoniser tout ça, toutes les offres de produits d'épargne retraite. Aujourd'hui, on a le PERP, on a le Madelin, l'article 83, le PERCO. On a des dispositifs qui sont un peu étanches les uns aux autres. Et la volonté, c'est de dire, dans une carrière, une personne n'est pas toujours salariée, n'est pas toujours travailleur indépendant, et qu'on puisse finalement basculer d'un support à l'autre de manière plus simple, et que dans tous les cas, sur tous ces plans d'épargne retraite, on puisse choisir à la fin une sortie en rente ou en capital pour tous les produits. Dans les cas de déblocage et donc de récupération des sommes qui ont été placées sur le PE-PERCO, on a pas mal de cas de déblocage pour le PE, beaucoup moins pour le PERCO. On a des cas de déblocage relativement faciles à mettre en œuvre. Par exemple, l'acquisition de la résidence principale. Finalement, si vous imaginez avoir un projet d'acquisition de maison, donc de votre résidence principale dans les 2 à 3 ans, ou la même chose pour votre salarié, le fait de passer votre prime d'intéressement sur le PE vous permettra de défiscaliser et donc de ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Et pour autant, si vous achetez votre résidence principale 2 ans après, vous pourrez récupérer les sommes à ce moment-là. Donc on a également tout ce qui est mariage, Pacs, naissance, adoption. On a des événements un peu moins heureux dans la vie. Tout ce qui va être rupture de contrat de travail, divorce, séparation, rupture de Pacs lorsqu'on va avoir la garde des enfants, l'invalidité, le décès, la création d'entreprise et le surendettement. Donc des événements heureux ou moins heureux. Sur la résidence principale, on peut débloquer à la fois pour le PE et le PERCO. Donc c'est 2 cas de déblocage relativement intéressants qui permettent d'éviter d'attendre le terme de normalement votre blocage, sachant que le PERCO, le terme, c'est la retraite. Pour finir, si on essaye de resynthétiser un petit peu ce qu'on a vu dans tout le webinaire, le PE et le PERCO sont des dispositifs qui vont recevoir de manière idéale des rémunérations périphériques que vous pouvez avoir décidé de mettre en place dans votre entreprise pour vos salariés et vous-même, les primes d'intéressement, la participation, un compte épargne-temps ou des versements volontaires vont alimenter le PE et le PERCO avec éventuellement des limites à respecter et dans tous les cas, selon la stratégie de l'entreprise, un abondement possible et tout ceci en défiscalisation à la fois au niveau de l'entreprise, de nouvelles charges créées qui vont diminuer l'impôt dans les sociétés à l'IS, diminuer l'impôt et les cotisations sociales du dirigeant dans les sociétés à l'IR et bénéficier aux salariés d'un patrimoine financier plus important que si vous lui aviez versé une prime classique. Donc vous l'aurez compris, pour nous, l'épargne salariale, c'est un outil formidable à la fois de stratégie d'entreprise, à la fois pour vous, pour vos salariés, un réel outil de motivation à moindre coût, puisqu'on a vu qu'il y avait effectivement des avantages sociaux et fiscaux. Voilà, avec l'intérêt effectivement d'avoir cet angle patrimonial sous forme de placement défiscalisé. Voilà, alors on va laisser un petit peu de place à Baptiste pour pouvoir prendre vos questions. On va y arriver. Est-ce que j'apparais dans le champ? Voilà. Alors, juste avant de passer au traitement des questions, simplement pour vous rappeler qu'il va y avoir un replay de ce webinaire auquel vous pourrez assister. Si vous voulez revoir certaines choses, vous recevrez un email avec un lien pour assister au replay. Également, vous pouvez télécharger le support de présentation si vous souhaitez le récupérer. Vous pouvez déjà le faire ou ensuite, si vous le souhaitez. Simplement rappeler... Alors, attendez, hop. Donc, pour vous renseigner, si vous cherchez une agence Serre France la plus proche de chez vous, ça se passe sur serrefrance.fr. Il y a un système de moteur de recherche très simple où vous rentrez simplement votre code postal et vous avez l'agence Serre France la plus proche de chez vous qui apparaît.
Je te coupe, Baptiste, puisque Jean-Christian nous demande de suite qui va être l'interlocuteur pour cette mise en place d'épargne salariale. Bien, effectivement, vous avez une agence Serre France à proximité de chez vous et vous pouvez soit contacter donc, un conseiller d'entreprise pour l'aspect économique des choses. Vous pouvez avoir un conseiller en droit social, un juriste pour la rédaction de l'accord d'intéressement. Et puis aussi, vous pouvez demander à rencontrer un conseiller en patrimoine si vous voulez avoir une vision plus globale. Vous voyez qu'on est vraiment sur un sujet transverse où on a des compétences très complémentaires sur ces dispositifs-là. Alors, on va passer aux questions. On va essayer de tout traiter dans l'ordre, dans la mesure du possible. Donc, la première question, c'était qu'en est-il pour la retraite des salariés? Là, la question retraite n'est peut-être pas très précise. On a le PERCO qui est un dispositif de retraite, mais après, on n'a pas de particularité. On va passer sur ça. Ah, d'accord. Pour voir toutes les questions. Vous êtes très très nombreux à nous avoir posé des questions. Un certain nombre de questions. Alors, alors, le supplément d'intéressement, c'est toujours pour l'ensemble des salariés. Bien oui. Oui, puisqu'on est toujours sur le caractère collectif. La seule chose, c'est que vous pouvez par exemple avoir un accord d'intéressement avec une répartition par exemple proportionnelle au salaire et décider que le supplément d'intéressement est uniforme. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pour tout le monde. Donc la question suivante, question de Dominique, la mise en place du PEE est-elle obligatoire lorsqu'il y a mise en place de l'intéressement? Ça a déjà été... Alors oui, la réponse est positive. Par contre, c'est le choix du salarié de placer ou pas sur le PEE. Voilà. Ok. Question suivante de Marie-Cécile. Un dirigeant ayant plusieurs structures peut-il avoir un PEE pour lui-même sur chacune? Le plafond est-il sur chaque structure ou cumulé sur le dirigeant? Alors, il peut y avoir des PE ouverts dans plusieurs entreprises. Par contre, le plafond se réfléchit à l'année civile et donc on va être sur un cumul. D'accord. Question de Patrick. Peut-on cumuler pour un salarié le PEE et le PERCO? Réponse positive. On peut tout à fait cumuler. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un PE, dans les 3 années qui suivent, on doit mener une réflexion pour l'ouverture d'un PERCO. Pour autant, on n'est pas obligé d'ouvrir le PERCO. Et aujourd'hui, de toute manière, le PE est un préalable au PERCO. Question suivante de Dominique. L'abondement peut-il remplacer des éléments de salaire? Alors, oui et non. Non, si c'est déjà des éléments de rémunération en place, vous ne pouvez pas substituer. Par contre, effectivement, au lieu de donner une prime, verser un abondement, c'est tout l'intérêt effectivement de ces dispositifs. Question de Myriam. Le dirigeant peut-il refuser un versement volontaire? Bon, non. Non. Le salarié a le choix de verser volontairement effectivement sur ses plans. Alors, quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez détaillé sur l'abondement, on a pris des exemples à 300%, qui est le maximum, mais le chef d'entreprise peut décider de ne pas abonder quand on a un PEE. Donc, à minima, il doit abonder sur les frais de gestion. Donc, ça veut dire que si vous n'abondez pas, le salarié met ses versements volontaires, ça lui constitue une épargne sans que l'entreprise n'ait à verser quelque chose. La particularité, c'est que vous ne pouvez pas choisir un niveau d'abondement différent entre les salariés et vous-même. Si vous n'avez pas d'abondement par rapport à des versements volontaires, si vous en faites vous-même, il n'y aura pas d'abondement pour votre propre versement. Donc on ne refuse pas un versement, on peut simplement supprimer l'abondement qui n'en est pas forcément, mais c'est pour tout le monde pareil. Question suivante de Marie-Pierre. Pour valider le statut de salarié, vous préconisez de formaliser le dossier Pôle emploi du conjoint salarié? Alors oui, moi je préconise, effectivement. Alors c'est une question un peu technique, mais effectivement, quand on a un conjoint qu'on salarie, on a en fait le code du travail qui vient un petit peu en contradiction avec le code civil, puisque dans le code civil, on a une égalité des époux. Alors que dans le droit du travail, eh bien, le salarié est subordonné
à l'employeur. Donc, en l'occurrence, là, le conjoint est salarié de l'autre. Donc, pour bien vérifier que dans la relation de travail, on a les éléments d'un salariat, on demande à Pôle emploi de nous reconnaître que les éléments du salariat qui sont la rémunération, le travail effectif et le lien de subordination soient reconnus. Comme ça, il n'y a pas de souci par rapport à ces accords d'intéressement qui seraient mis en place et ça évitera une remise en cause des exonérations. Question suivante de Fabrice. Un employeur peut-il décider une année de ne pas abonder à 300%, mais d'abonder au moins une des 3 années? Le choix de l'abondement, il va être fait annuellement. Vous pouvez certaines années abonder à 300%, d'autres années pas du tout, à 100, 120. Le choix, il est libre. Encore une fois, ce qui compte, c'est que le niveau d'abondement, de toute manière, sera uniforme pour toutes les personnes présentes dans l'entreprise. Question suivante de Sandrine. Comment fonctionnent ces dispositifs dans le cadre de la TSS? L'intéressement rentre-t-il en compte dans le calcul de la TSS? Je ne sais pas ce que c'est que la TSS, donc désolée pour l'abréviation. Alors, on va passer à la question de Martine. Comment sont taxées les plus-values à la sortie? On a répondu ça tout à l'heure. Déjà répondu. Question de Jean-Christian. Qui va être l'interlocuteur pour la mise en place des échanges salariales? Déjà répondu. Un conseiller Serre France. Thierry, est-ce qu'il est possible de diffuser le PowerPoint dans le réseau Serre France pour communiquer auprès de nos adhérents? Oui, bien évidemment, vous pouvez tout à fait. Et sachant que les postes gagnants seront sans doute organisés dans beaucoup de Serre France autour de ce thème sur l'année 2019. Alors, comment récupérer le support PowerPoint? J'imagine qu'il est téléchargeable directement depuis la salle du webinar et ça le sera également lors du replay. Normalement, vous avez le fichier, ça doit être sur une colonne sur la droite et vous devez avoir une option pour télécharger le support. Dans tous les cas, on prévoira certainement un email suite à votre participation au webinar pour vous envoyer le support de présentation et le lien pour accéder au replay. Question de Sophie, est-il possible de mettre en place un PEE dans un groupement d'employeurs? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait mettre en place un PEE dans un groupement d'employeurs. Question de Christophe, quel est le plafond pour le supplément d'intéressement? Alors, on est sur les mêmes plafonds que l'accord d'intéressement classique. Il faut juste noter que l'accord d'intéressement classique plus le supplément, on a les mêmes plafonds. Ça ne veut pas dire qu'on double les plafonds. Donc, quel est le plafond d'intéressement? Pour un groupe d'employeurs, est-il possible de mettre en place un PEE dans chaque entreprise utilisatrice, même si cette entreprise n'est pas salariée en direct, mais via le GE? Alors là, la réponse est négative. Alors, il y a deux questions là. Donc, le groupement d'employeurs, en tant qu'employeur, peut effectivement mettre en place un PE, mais pour ses propres salariés. D'accord? Donc, l'entreprise utilisatrice, elle, si cette entreprise n'a pas de salariés en direct via le GE. Donc, l'entreprise utilisatrice, elle, il faut qu'elle le mette en place en direct et qu'elle ait un propre salarié. Il faut que vous scindiez. Voilà. Par contre, si vous utilisez, à l'inverse, vous êtes une entreprise, vous utilisez un salarié d'un groupement d'employeurs, si vous avez mis en place un accord d'intéressement, le salarié qui est mis à disposition chez vous bénéficiera de la prime d'intéressement. On revient sur la question de Sandrine qui a précisé que TSS taxe sur les salaires. Alors, il faut que je revienne sur la question. Je crois que est-ce que c'était soumis à la taxe sur les salaires? Comment fonctionnent ces dispositifs dans le cadre de la TSS et l'intéressement rentre-t-il en compte dans le calcul de la TSS? Non, il n'y a pas de taxe sur les salaires, sur les primes d'intéressement. Désolée Sandrine d'avoir pas compris ça. Alors, question de Sophie. Si une société est dissoute ou liquidée, que devient le PEE? Le PEE, alors au départ, il est en lien avec l'entreprise, mais c'est pareil, si un salarié quitte l'entreprise, le PEE survit à tous les événements qui peuvent se produire. Simplement, on est plutôt sur des sommes qui vont se retrouver bloquées. Vous pourrez continuer à faire des versements volontaires sur lesquels il n'y aura aucun abondement de personne, et au bout des 5 ans, vous pourrez récupérer vos sommes, mais cet argent investi, si ce capital fructifie comme vous le souhaitez, vous pouvez laisser les sommes placées sur un temps plus long.
Et une dernière question de Jean-Christian. Doit-on fixer le pourcentage d'abondement avant les versements volontaires? Tout à fait. Ça ne va pas être un choix de dire je me suis rendu compte que mon salarié a fait un versement volontaire important et ça me dérange d'abonder à 300%, je change le taux d'abondement. Le niveau d'abondement, il est fixé par avance et pour tout le monde, encore une fois. J'ai l'impression que... On a fait le tour. Hein. On a fait le tour, on a pu répondre à toutes les questions, donc tant mieux. On est dans le timing. On est tous dans le timing. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous. Vous étiez très nombreux à nous regarder ce matin. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on reste à votre disposition via les réseaux Serre France, sur le site internet ou en agence. Hein. Vous avez toujours un conseiller Serre France proche de chez vous. Donc merci à vous et puis à un prochain webinaire.